Donc, merci à tous d'être là. C'est super agréable de voir en grand nombre. C'est motivant que de voir que les gens ont autant d'intérêt pour ce projet pilote. Donc, vous voyez bien l'écran que je vous partage. Le déroulement de la rencontre. Donc, c'est ça, on a prévu 1 heure et demie environ. Moi, je vais faire un bref retour là, sur la description du projet. Et ensuite, pas Mireille, mais Jennifer va nous présenter là, les résultats de son stage. Elle a fait un stage avec nous. Jennifer est à la maîtrise en nutrition, puis elle s'est penchée sur l'implantation du projet, fait des recommandations super intéressantes à nous partager. Et ensuite, vous allez pouvoir en apprendre un peu plus sur les impacts du projet suite au projet de recherche de Mireille Hébert, qu'on a engagé comme professionnel de recherche pour évaluer là, le programme de carte proximité. Puis on va se garder du temps à la fin pour vos questions. Donc, alors, le projet de carte proximité, c'est un projet pilote. C'est la première année en 2020, en fait. C'est un projet du Carrefour alimentaire Centre-Sud. Tout ça a germé dans le cerveau de Jean-Philippe Vermette. Donc, on l'a démarré là, au printemps 2020. Et je vais me présenter par le fait même. Là, je ne vous connais peut-être pas tous. Donc, moi, c'est Marie-Claude Morin-Ouellette. Je suis co-directrice du Carrefour alimentaire Centre-Sud. Puis, c'est moi qui ai lancé, en fait, puis qui a mis en place là, le projet pour sa première année. Et en fait, c'est ça, le but de la carte proximité, c'était de tester l'approche de l'achat subventionné de fruits et légumes. Ça s'est fait dans différentes provinces au Canada, il y en a aussi aux États-Unis, puis on trouvait que c'est une approche vraiment intéressante à voir, à mettre en place et de le documenter pour voir quel impact ça peut avoir, en fait. Donc, il y avait un double objectif, soit celui d'améliorer l'accès aux fruits et légumes locaux et de favoriser l'approvisionnement en circuit court. Donc, tout ça a été pensé là, avant la pandémie, mais ça s'est déroulé dans un contexte assez particulier, là, comme on l'a tous vécu. Donc, en même temps que le projet se mettait en branle, ben, c'est ça, la pandémie est arrivée. Donc, ça a vraiment exacerbé les besoins. On comptait plus de 300 000 Québécois au printemps qui faisaient appel à du dépannage alimentaire pour la première fois. Le taux de chômage atteignait des sommets. Puis, ça a aussi fait en sorte que les organismes communautaires se sont vus face à une demande croissante avec des ressources humaines décroissantes à cause du confinement et il y a beaucoup de bénévoles aussi, donc on connaît tous ces réalités-là. Donc, ça a vraiment mis beaucoup de pression. Puis aussi, dans la grande région de Montréal, là, il y a vraiment eu une hausse de l'insécurité alimentaire auprès des ménages, où un ménage sur 5, en fait, là, a vécu des pertes financières qui a fait qu'il a donné des difficultés, en fait, d'approvisionnement avec les biens de base. Donc, c'est dans ce contexte-là que le projet s'est mis en place. Puis c'est un projet qui était tout à fait pertinent avant la pandémie. L'insécurité alimentaire existait au Québec bien avant la pandémie à Montréal, mais ça a été certainement là, exacerbé par la situation qu'on a connue. Donc, je vais juste faire un bref retour là, sur comment ça s'est déroulé. En fait, l'idée, c'était que les cartes soient distribuées par l'entremise d'organismes de première ligne. Donc, j'ai recruté 32 organismes qui sont devenus des organismes partenaires qui sont situés là, dans 8 arrondissements de Montréal. Et c'est les organismes qui sélectionnaient les participants. Et ces personnes-là se voyaient remettre une carte sur laquelle il y a un montant mensuel qui était déposé. Puis le montant variait selon la taille du ménage, donc 25 $ par mois pour une personne seule, 50 pour un couple et 100 $ pour une famille. Et ça se déroulait du mois de juillet au mois d'octobre. Donc, ce montant-là était déposé à 4 reprises, une fois par mois, pendant l'été. Puis, les seuls critères de sélection pour que les personnes puissent obtenir la carte proximité, c'était de vivre une situation d'insécurité alimentaire, donc c'était de l'autodéclaration en fait, puis de pouvoir se rendre dans un des marchés participants ou d'avoir une personne qui pouvait se rendre pour eux. Ça, c'était à la base, mais là, on voit qu'il y a des marchés qui sont adaptés aussi en offrant un service de livraison pendant la pandémie. Donc, puis le fait aussi d'utiliser une carte,
c'était un élément assez important parce qu'on tenait vraiment à ce que le projet soit le moins stigmatisant possible. Donc, on a opté pour une forme de carte prépayée, en fait, sur laquelle il était possible de déposer de l'argent, qui était échangeable dans différents commerces, donc les différents marchés participants. Et en plus, ce que ça permettait, c'est qu'avec le logiciel Accru, ça permet en fait de récolter des données sur les transactions puis les habitudes alimentaires, ce qui était vraiment utile là, à des fins de recherche. Donc, c'est au total 8 marchés, kiosques, services de livraison, en fait, là, donc 8 organismes qui jouaient le rôle de marché, qui ont embarqué dans le programme, qui ont fait preuve d'une très grande flexibilité et adaptabilité aussi là, pour répondre au contexte de la pandémie. Et on voit la carte un peu là, des différents points de vente, c'est qu'il y a certains marchés ont des marchés mobiles, d'autres ont plusieurs points de vente aussi. Donc, il y avait 13 points de vente là, au total sur l'île de Montréal où on pouvait utiliser la carte proximité. Et la carte permet d'acheter des aliments locaux non transformés. Donc, fruits et légumes, œufs, lait, graines, fines herbes, miel et sirop d'érable aussi. Donc, ça, c'est un choix qu'on a fait en amont du projet. Puis, on aura certainement des discussions là-dessus pendant la rencontre. Puis, en fait, c'est ça. Donc, c'est un projet là, qui était supporté à la base par la DSP et Montréal en commun, qui est financé par la Ville de Montréal et le gouvernement du fédéral. Puis, à ça, mais on a aussi lancé une campagne de sociofinancement avec la ruche et du cœur à l'achat. Puis, suite à la pandémie, il y a on voulait aller chercher davantage de fonds pour offrir plus de cartes. Puis, la pandémie a fait que la carte a été considérée comme un projet qui pouvait répondre aux besoins. Donc, entre autres, la Fondation du Grand Montréal aussi qui a contribué, les centres communautaires d'alimentation du Canada, puis le programme de soutien aux organismes communautaires reliés à la COVID. Et en plus de ces partenaires, bien, on a aussi fait un partenariat avec la chaire de recherche sur la transition écologique. Donc, on a mis sur place un comité de recherche composé de René Audet, Eliane Brisebois puis Geneviève Mercil, qui ont pu accompagner dans toute l'élaboration, puis dans le conseil là, sur le protocole de recherche et sur la mise en place des 2 volets de recherche qu'on va discuter et présenter à l'instant. Donc, puis je vous invite, si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat pendant la rencontre ou à les garder en tête, puis on pourra là, par la suite là, y répondre suite à la présentation. Donc, je vais passer la parole à Jennifer qui va vous présenter les résultats de son stage. Jennifer, est-ce que ça fonctionne? Oui, pardon, j'étais sur mute. C'est erreur de Zoom. Parfait. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je pense que je vais vous partager en fait mon écran. Donc, je fais ça. Oh, oui. Oh, salut. Écran partagé. Ça de même. On est allé trop loin. Tac. Ah, vous avez vu des spoilers. Est-ce que tout le monde voit bien? Est-ce que je ne vois plus? OK. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez, faites-moi signe sinon. Donc, bonjour, moi c'est Jennifer. Donc, effectivement, je vais vous présenter les résultats de ma recherche, donc de mon stage de maîtrise, donc qui portait donc sur l'évaluation de la mise en œuvre du projet Carte Proximité. Et puis, c'était surtout donc auprès des acteurs clés, donc auprès des organismes communautaires qui ont collaboré avec nous l'été dernier et aussi auprès des différents marchés participants. Voilà. Donc, pour commencer, je vais vous parler donc tout d'abord des résultats saillants, plus spécifiquement des bénéfices perçus. Donc, bien sûr, participer à ce projet l'été dernier a amené plusieurs bénéfices pour les différents acteurs. Donc, pour les organismes, cela leur a permis de renforcer leur mission, mais aussi d'offrir donc plus de services de soutien ou d'activités à leurs membres et aussi de mieux répondre à un besoin criant donc d'insécurité alimentaire, surtout en ce temps de pandémie. Au niveau des marchés, la plupart des coordonnateurs ont dénoté une augmentation donc, des ventes, aussi un achalandage, une visibilité plus grande. Participer au projet leur a également permis de rejoindre la population ciblée par le marché, donc surtout la population vulnérable du quartier.
Et puis finalement, pour plusieurs marchés, participer au projet leur a permis finalement d'avoir un approvisionnement plus grand en aliments locaux, ce qui venait aussi d'ailleurs aussi donc supporter la deuxième mission du projet qui était de soutenir l'économie locale d'ici. Je voulais aussi vous partager quelques témoignages donc, qu'il y a eu de la part de différents acteurs qui viennent finalement montrer la pertinence, si on veut, ou la plus-value du projet. Donc, beaucoup ont trouvé que c'était un projet qui permettait aux gens de s'approvisionner de manière intègre, de choisir des aliments de qualité sans connotation qui réfère à un statut de précarité, surtout donc de par la forme de la carte, qui était une carte donc prépayée. Aussi, bon, beaucoup ont dit que c'était un bon modèle de soutien qui était viable, qui permettait d'aller plus loin dans l'autonomie alimentaire des bénéficiaires. Puis aussi, certains ont mentionné que ça permettait à certains bénéficiaires de compléter également leur panier d'aliments avec le dépannage alimentaire. Donc, c'est intéressant. Le deuxième résultat saillant que je vais vous présenter, c'est par rapport au champ d'action des organismes communautaires. Donc, effectivement, donc petite parenthèse avant d'embarquer là-dedans, dans mon analyse, j'ai pu m'entretenir qu'avec 9 organismes communautaires parmi les 25. Donc, c'est sûr que mes résultats ne sont peut-être pas généralisables à l'ensemble des partenaires, des organismes, mais ça donne quand même un bon aperçu. Donc, certains organismes travaillaient en sécurité alimentaire, d'autres plutôt en soutien social, et je pense que la mission des organismes était finalement en fait, la mission avait un impact sur la mise en œuvre du projet. Et lorsque les organismes travaillaient en sécurité alimentaire, il y avait plusieurs avantages ou plus-values. Donc, en parlant avec les responsables d'organismes en sécurité alimentaire, ces derniers semblaient peut-être avoir plus de facilité ou une meilleure compréhension du projet, de par leur habilité peut-être à mettre en place des projets en sécurité alimentaire ou en alimentation. Aussi, ces derniers avaient peut-être un lien donc, de proximité différent avec leurs membres vis-à-vis de l'alimentation. Puis aussi, ces derniers semblaient aussi plus aptes, si on veut, ou plus engagés à mettre en place des activités éducatives en nutrition, donc d'intégrer le projet au sein de leur organisme pour l'année prochaine. Parce que cette année, l'été passé, il était un peu plus difficile avec la pandémie. Là, plusieurs activités ont été mises sur pause. Donc voilà, mais on souhaite l'année prochaine donc venir supporter le projet de la carte proximité avec des activités d'éducation en nutrition. Lorsque je me suis entretenue avec les organismes qui travaillaient plutôt en soutien social, donc c'est ça la plupart, leur mission était donc surtout, par exemple, d'accompagner les nouveaux arrivants ou les immigrants, par exemple, à la recherche d'emploi, à la recherche de logement, ou pour diminuer, par exemple, l'exclusion sociale. Donc, le lien était différent, du moins en ce qui a trait à le lien par rapport au soutien alimentaire. Aussi, un autre enjeu qui a été soulevé par certains de ces acteurs, c'est qu'ils ont beaucoup un certain enjeu de roulement, c'est-à-dire qu'en fait, une des missions surtout, c'est de rendre finalement indépendants les différents membres, leurs membres aux activités ou aux services du centre pour que ces derniers ensuite puissent donc évoluer de leur côté. Donc, on voit que c'est vraiment, ces différents liens ont fortement donc influencé la façon que les bénéficiaires ont été accompagnés pendant le projet. Un autre point aussi qui facilitait une bonne mise en œuvre, c'était la collaboration. Donc, lorsque les organismes communautaires avaient une bonne collaboration avec le marché de leur arrondissement, ce qu'on voyait surtout avec les organismes en sécurité alimentaire, cela leur permettait de mieux soutenir ou d'accompagner les bénéficiaires. Donc, par exemple, en offrant des services de livraison pour certains membres, certains bénéficiaires qui peut-être étaient plus précaires, ou en adaptant la liste des aliments dans les marchés pour que les bénéficiaires se l'approprient un peu plus facilement. Et donc, c'est certains points comme ça qui ont fait que la collaboration, finalement, est quand même un point très important pour une bonne mise en œuvre du projet. Un autre point par rapport aux organismes communautaires, c'est le manque de temps et la compréhension vis-à-vis du projet. Donc, en fait, dû à la pandémie, c'est sûr que les choses ont été un petit peu bousculées, rushées. Et puis, c'est ça, je pense qu'il y a eu peut-être un certain manque de temps pour les organismes de s'approprier le projet. Donc, il s'en est résulté une certaine incompréhension par rapport au projet, donc vis-à-vis de différents aspects, le fonctionnement de la carte, les aliments qui étaient éligibles. Donc, il y a eu plusieurs acteurs ont soulevé finalement
un besoin finalement d'avoir une meilleure, pas une meilleure communication, mais plus d'outils finalement, ou des outils plus clairs ou synthétiques pour être capable de mieux ensuite accompagner les bénéficiaires. Et puis, donc, ce manque de temps qui a fait qu'il y a eu peut-être un problème de transmission dans l'information a eu des fortes répercussions sur le marché, notamment, donc voilà, effectivement, les coordonnateurs des marchés, un de leurs plus grands défis qu'ils ont ressenti, effectivement, c'était donc ce manque de transmission d'informations. Donc, ça a rajouté une surcharge de travail dans beaucoup de marchés sur les employés, de devoir expliquer de nouveau le projet, puis d'expliquer quels étaient les éléments éligibles, etc., en plus de devoir maintenir les ventes du marché. C'est bon? Mon prochain résultat donc, porte sur la planification du projet. Donc, il y a eu certains défis aussi au niveau de la planification du projet. Donc, pour les organismes, donc, le processus de sélection et de recrutement a été plutôt laborieux pour les organismes. Bon, encore une fois, il y a eu peut-être ils n'ont pas eu assez de temps pour le faire. On a été un peu rushé lors du démarrage du projet. Il y a aussi eu une surcharge de travail qui a été ressentie par les employés et les bénévoles. Bon, ça, c'est sûr qu'en plus, avec la pandémie, ils étaient dans les premières lignes avec les dépannages alimentaires, etc. Mais bon, la plupart, par contre, des organismes que j'ai sondés m'ont mentionné que cet effort en a vraiment valu la peine. Aussi, certains auraient aimé être un peu plus accompagnés ou suivis à travers le projet, donc plus de suivi, etc. Et au niveau de la distribution des cartes, donc l'été passé, la plupart des cartes ont été envoyées par la poste, dû encore une fois à la pandémie, mais certains ont également distribué les cartes en personne, et cela a amené plusieurs avantages, notamment par rapport à la transmission de l'information. Donc, le fait de distribuer les cartes en personne permettait de réitérer les informations et de pouvoir mieux vraiment saisir finalement les incompréhensions auprès des bénéficiaires. Pour les marchés, donc bien sûr, comme je dis, le principal défi était de réexpliquer l'information, etc. Mais il y a aussi eu l'approvisionnement. Donc, tous ont dû un peu changer leur façon de s'approvisionner en augmentant, par exemple, donc, la fréquence d'approvisionnement par semaine. Aussi, par contre, ça a amené des points positifs, par exemple, un approvisionnement plus important en aliments locaux, ou ça leur a permis, pour certains, de vendre des produits qui étaient un peu moins populaires avant, par exemple le lait ou les œufs ou le miel. Bon, encore une fois, donc, comme j'ai dit, une surcharge de travail aussi a été ressentie auprès des employés et des bénévoles, notamment dû au plus grand achalandage que le projet a amené, avec une nouvelle clientèle aussi, donc ça a amené. Par contre, certains éléments facilitateurs ont été soulevés, par exemple le nombre de caisses. Donc, plus il y en avait, plus ça permettait donc de pouvoir mieux gérer l'achalandage, plus de personnel évidemment, et avoir un prix fixe aussi semblait être un point positif ou un élément facilitateur permettant, par exemple, aux bénéficiaires d'avoir une meilleure idée du prix final, finalement, lors de la transaction, et aussi d'écourter les transactions rendues à la caisse plutôt que de devoir peser chaque aliment. Voilà. Mon dernier résultat saillant porte sur les aliments éligibles. Donc, il y a 2 points par rapport aux aliments éligibles, c'est l'uniformité de l'offre et le choix des aliments et la communication vis-à-vis de tout ça. Donc, tout d'abord, au niveau de l'uniformité de l'offre, certains aliments qui étaient promus par le projet ne se retrouvaient pas dans les marchés, ou du moins dans tous les marchés. Donc, effectivement, certains marchés avaient peut-être pied à terre depuis un plus long moment, donc des plus gros marchés, qui avaient donc une capacité d'offre alimentaire plus grande, plus variée. Tandis que d'autres marchés étaient un peu plus petits et pouvaient se permettre donc d'offrir un peu moins plus petits ou plus récents, donc d'offrir un peu moins d'aliments, du moins les aliments qui étaient éligibles avec la carte. Et cela, en fait, a créé ça créait certains mécontentements ou des sentiments d'injustice chez les bénéficiaires, ces derniers se demandant, bon, est-ce que c'est le marché qui ne veut pas me vendre donc ces aliments que j'ai droit avec la carte, ou est-ce que c'est le projet j'ai mal compris le projet, etc. Donc, l'uniformité de l'offre, c'était un des enjeux finalement qui a été relevé par rapport aux éléments éligibles. Le second point, c'est le choix des aliments et la communication. Donc, effectivement, il est arrivé à certaines reprises qu'il fallait qu'on enlève certains aliments qui étaient non éligibles une fois rendus à la caisse des paniers de certains bénéficiaires. Et ces aliments étaient souvent, en fait,
liées à des préférences culturelles alimentaires. Donc, par exemple, c'était des citrons, des bananes, des aliments plus exotiques qui se retrouvaient dans les marchés, mais qui ne faisaient pas partie donc, des aliments éligibles avec la carte. Et puis, donc, ça aussi, cela a créé également certains sentiments d'injustice ou de mécontentement. Et puis, en fait, c'est ça. Puis, c'est intéressant parce que également, il est intéressant de voir le rapport de Mireille qui va vous expliquer un peu plus tard, mais le profil sociodémographique des bénéficiaires, c'est surtout des immigrants de première génération. Donc, c'est quand même un enjeu important, je pense, à prendre en compte ou du moins à tenir, de tenir en compte. Par contre, voilà, après, c'est sûr que si le projet, le message que l'on veut aussi transmettre, c'est que c'est pour acheter des aliments qui sont locaux, etc., c'est sûr que c'est juste finalement peut-être travailler le... En fait, c'était peut-être le message promu qui n'était pas assez clair pour certains bénéficiaires. Voilà, donc encore une fois, c'est difficile de rejoindre toute la population, tous les 800 bénéficiaires, etc. Donc, c'était plus ça aussi un message de promotion qui était peut-être pas, qui était un enjeu finalement. Et certains coordonnateurs se sont également demandé, pourquoi pas, avec le projet, permettre d'offrir un panier d'épicerie de base à tous les bénéficiaires, donc d'inclure des légumineuses, des produits céréaliers, etc. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de questionnements vis-à-vis, finalement, les éléments éligibles avec cette carte, parce que, bon, c'est quand même un très beau projet qui permet des choses intéressantes. Donc, cela m'amène à proposer quelques recommandations. Donc, tout d'abord, ce serait de cibler le champ d'action des organismes communautaires partenaires. Donc, soit en ayant des critères plus spécifiques pour la sélection des organismes communautaires, donc peut-être aussi en essayant de privilégier les organismes en sécurité alimentaire, bien que les autres organismes aussi peuvent être très pertinents à approcher. Par contre, s'ils ne travaillent pas en sécurité alimentaire, ça serait d'offrir peut-être plus d'accompagnement ou de soutien, puisqu'il est possible qu'ils aient une moins grande aisance à travailler avec des projets en alimentation. Mon deuxième point, ce serait de centraliser, de synthétiser la documentation pour les différents acteurs. Donc, comme j'ai dit, le manque de temps a fait en sorte que certains acteurs étaient un peu perdus ou ne savaient plus où chercher l'information lorsqu'elle était nécessaire. Donc, ce serait de peut-être synthétiser les dossiers d'information avec les éléments clés du projet et puis de toujours s'y référer lorsque les différents acteurs posent des questions. Et puis, bon, c'est sûr qu'il y a eu certaines spécificités dans les informations qui ont été demandées, notamment vis-à-vis de l'adresse ou l'horaire des différents marchés, les mettre en version papier, par exemple, etc. Parce que, bon, c'est des marchés solidaires. Leur adresse ou leur emplacement ne peut être pas aussi bien connu, si on veut, de la population générale, parce qu'ils sont un peu plus petits. Le troisième point, ce serait d'encourager la collaboration entre les différents acteurs, parce que cela amène donc plusieurs avantages. Donc, cela peut se faire à travers, par exemple, la création de liens entre les organismes et le marché du même arrondissement. Ça peut être, par exemple, en organisant des visites dans les marchés, donc que les employés des organismes visitent le marché de leur quartier. Au moins, comme ça, ils ont une plus grande aisance par la suite pour guider les bénéficiaires. Et aussi, ça serait intéressant de tenir des consultations auprès des participants du projet pour connaître leurs besoins aussi et puis leur avis. Ma quatrième recommandation, ça serait d'adapter la planification du projet en fonction des défis rencontrés. Donc, je vous ai nommé plusieurs défis qui ont été rencontrés par les acteurs. Ça pourrait commencer par approcher les organismes communautaires 1 ou 2 mois avant le début du projet. Bref, du moins pour que ces derniers aient le temps de planifier donc, la mise en œuvre du projet dans leur organisme, puis aussi pour pouvoir recruter suffisamment de personnel pour procéder ensuite à la sélection et au recrutement des bénéficiaires. De favoriser la distribution des cartes dans les organismes. Comme je l'ai expliqué, cela permet de réitérer l'information et de bien saisir les incompréhensions des différents bénéficiaires, d'autant plus que, bon, certains peuvent parler une autre langue que le français et l'anglais, donc ça permet de vraiment adapter le message aux bénéficiaires et de s'équiper des mesures nécessaires pour faire face à un échandage plus élevé dans les marchés. Donc, comme je l'ai dit, avec plus de caisses, plus de personnel, donc si possible, de changer exactement les prix, des choses comme ça. Mon dernier point, ma dernière recommandation, c'est de se concerter vis-à-vis des éléments éligibles avec la carte proximité. Tout d'abord, ça peut être, par exemple, de développer un système de mentorat pour les marchés plus récents. Donc, ainsi, les marchés un peu plus anciens pourraient partager donc leur stratégie d'approvisionnement ou comment ils ont fait pour croître davantage.
Ça pourrait être aussi donc en adaptant le projet pour qu'il soit plus inclusif pour les communautés culturelles, si c'est la direction que le projet souhaite, ou bien sinon de développer des stratégies de promotion un peu plus, voilà, sur les aliments et sur les aliments locaux, puis qu'elles soient plus, pour qu'elles atteignent mieux la population finalement visée, et pour que ces derniers donc comprennent bien et intègrent bien dès le début du projet que c'est pour des aliments locaux et non pour juste tous les aliments qui se trouvent dans le marché. C'est un peu cela, je pense, qui a créé finalement la confusion. C'était peut-être le message qui n'a pas été assez clair pour ces derniers, du moins les aliments éligibles. Donc, c'était tout pour moi. Et j'ai quelques photos donc, à vous montrer les différents marchés, points de vente. Voilà. Je laisse donc la parole à Mireille Hébert. Parfait. Merci beaucoup, Jennifer. OK. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, super. Merci beaucoup. Alors, je prends le... Genre, si tout va bien, est-ce que je peux... Est-ce que c'est moi qui dois m'enlever? Je vais... Oui, bon. Ben ça marche, tu partages. J'approuve. La technologie, n'est-ce pas? Yes. Yes. Oui. Oui, bravo. Cela fonctionne. Génial. Yes. Mais bonjour à tous. Je suis vraiment contente de pouvoir vous présenter la partie de l'évaluation que j'ai effectuée, qui était vraiment de voir les impacts, dans le fond, de la carte proximité, mais vraiment pour ceux qui l'ont reçue, donc les bénéficiaires de la carte. Donc, c'est vraiment ça sur quoi j'ai travaillé pendant toute la durée du projet. Et donc, aujourd'hui, c'est le grand jour de la présentation des résultats. Donc, brièvement, je vous propose ce plan de la présentation. En fait, je vais d'abord vous présenter les objectifs et la méthode qui a été employée pour mener l'évaluation. Puis, par la suite, on va vraiment se concentrer sur le cœur de la présentation en tant que telle, qui sont les résultats importants qui ont ressorti de l'évaluation et les recommandations qui découlent de ça pour vraiment améliorer et de peaufiner le plus possible le projet de la carte proximité. Donc, les objectifs de l'évaluation. En fond, comme a été mentionné, il s'agissait de la première année d'un projet pilote. Donc, il est important de savoir qui était vraiment rejoint par cette initiative-là et également quels ont été les premiers effets qu'on a pu observer. Donc, plus spécifiquement, on voulait déterminer le profil des utilisateurs de la carte proximité. D'une part, pour savoir si la population visée était bel et bien celle qui a été rejointe, mais en même temps, c'était pour savoir si la stratégie de recrutement, donc de passer par les organismes communautaires, partenaires, était une stratégie qui était adéquate. Par la suite, on voulait également évaluer l'effet de la carte proximité sur la consommation de fruits et de légumes, qui était en fait une des missions premières de la carte proximité en soi. Mais également, on voulait s'intéresser à des effets dits intermédiaires, donc des effets qui sont soit sur des habitudes, sur des perceptions, qui sont des éléments qui sont intermédiaires, qui mèneraient à la consommation alimentaire. Et sinon, on voulait aussi voir s'il y avait des facteurs qui ont soit facilité l'utilisation de la carte proximité ou au contraire étaient vraiment des barrières pour les utilisateurs. Donc, comment on s'est pris pour y arriver? Donc, on voyait vraiment le projet de la carte proximité s'est déroulé l'été dernier, donc de juillet à octobre. Donc, on a profité, dans le fond, de ce moment-là pour vraiment faire, dans l'évaluation, c'est divisé en deux phases bien distinctes dans le temps. Donc, tout d'abord, il y a eu une collecte de données avant même que la carte proximité soit utilisée par les utilisateurs. Donc, vraiment, on voulait avoir un portrait comme si la carte proximité n'existait pas. Par la suite, on a fait l'autre phase de l'évaluation s'est déroulée à la fin du projet pour vraiment voir ça a été quoi l'expérience avec la carte proximité, puis justement voir les effets qui ont été, qu'on a pu ressortir. Puis par rapport à, pour recruter les répondants pour participer à l'évaluation, mais ça s'est fait de façon simultanée avec la sélection des ménages via les organismes partenaires. En fait, lorsqu'ils étaient sélectionnés, on leur demandait s'ils étaient intéressés à participer à l'évaluation pour vraiment nous partager leur expérience. Puis, dans le fond, tous les ménages qui étaient intéressés, on les contactait
soit par courriel, soit par téléphone, en anglais ou en français, pour qu'ils puissent répondre à la première phase de l'évaluation, donc la collecte de données pré-intervention. Comme on peut voir, il y a eu presque 300 répondants qui ont été recrutés. Puis en fait, ceux qui ont bien complété la phase 1, on les recontactait à la fin pour vraiment répondre à la deuxième phase de l'évaluation. Puis il y a 75 des répondants de la première phase qui ont complété la seconde. Et à quoi ça consistait concrètement les phases de l'évaluation? En fait, chaque phase, le noyau principal était un questionnaire. Pour chaque phase, il y avait un questionnaire qui a été élaboré et qui était demandé aux répondants de compléter, qui prenait environ entre 10 et 15 minutes pour chaque questionnaire. Puis vraiment, comme on peut voir, il y a eu différentes dimensions qui ont été mesurées pour vraiment essayer d'avoir le portrait le plus global, le plus complet, vraiment saisir l'expérience des utilisateurs. Donc, ça passait autant des caractéristiques sociodémographiques à des habitudes d'approvisionnement alimentaire ou sinon par rapport aux perceptions et l'utilisation en soi de la carte proximité. Puis vraiment, pour être savoir des données les plus justes possibles, des informations les plus valides, on a intégré des outils qui sont vraiment validés pour recueillir certaines informations. Donc, on a utilisé le module d'enquête sur la sécurité alimentaire des ménages pour déterminer le statut de sécurité alimentaire et le Short Diet questionnaire pour déterminer la consommation de fruits et de légumes. De plus, un peu comme Marie-Claude a expliqué précédemment, mais on a profité d'un des avantages du fait que la carte proximité soit sur un support de carte prépayée, donc qui transitait par l'application Accrou. Donc, grâce à cette application qui recueillait des informations, on a pu également intégrer des analyses, soit du montant dépensé par transaction, le nombre de transactions effectuées par carte et le solde restant à la fin du projet. Donc, maintenant, les résultats. Donc, qu'est-ce qu'on a découvert à la lumière de tout ça? Donc, j'ai séparé les résultats en deux grandes sections principales. Donc, tout d'abord, des résultats sur l'utilisation générale de la carte proximité, qui est vraiment une bonne mise en contexte pour la deuxième section des résultats, qui est vraiment de rapporter les faits saillants, les résultats importants, selon les 4 objectifs spécifiques que je vous ai présentés un peu plus tôt. Puis, je veux juste mettre comme pour souligner que les résultats que je vous présente, ils mettent vraiment en lumière l'expérience d'utilisation des répondants de l'évaluation, des 212 participants qui ont vraiment complété l'évaluation. Donc, l'utilisation de la carte proximité. Donc, tout d'abord, on peut voir que ceux qui ont complété l'évaluation, la quasi-totalité des répondants ont utilisé leur carte proximité à un moment ou un autre lors du projet. Puis en fait, ceux qui malheureusement n'ont pas pu l'utiliser soulevaient soit des contraintes de temps à cause de leur contexte de vie, leur contexte familial ou à cause de leur conciliation avec leur travail qui a rendu impossible l'utilisation de la carte proximité. Donc, c'est ça, la quasi-totalité des répondants l'ont utilisée. Puis concernant les points de vente participants au projet, tous les marchés participants ont été fréquentés également par les répondants de l'évaluation, à l'exception, dans le fond, du marché mobile Antique Quartier-Ville, spécifiquement à son emplacement au quartier de Génération, que parmi les répondants de l'évaluation, il n'y avait pas eu de visite de leur part. Sinon, on voit que près de 75 des répondants ont rapporté avoir fréquenté un seul et même marché tout au long du projet. Et parmi ceux qui en ont fréquenté plus qu'un, il y avait 3 principales raisons qui ont été évoquées pour préciser pourquoi ils en avaient fréquenté plus qu'un. Mais il y avait le fait de vouloir profiter d'une offre qui était différente, donc voir ce qui pouvait être différent ou plus varié d'un point de vente versus un autre. Il y avait aussi le fait de vouloir utiliser un montant restant sur la carte. Ça, c'était particulièrement vu à la fin du projet, car la fin de la saison des différents marchés n'était pas nécessairement la même. Donc, si jamais il restait de l'argent
pour un participant qui était habitué de fréquenter un certain marché qui était fermé un peu plus tôt, ben, avait décidé d'aller voir un autre marché pour pouvoir vraiment profiter au maximum de l'argent qui avait été déposé. Et sinon, il y avait aussi le fait que parfois un répondant pouvait avoir passé exceptionnellement dans le coin d'un autre marché, de profiter pour faire un achat. Sinon, si on continue par rapport à la fréquentation des marchés, eh bien 40% des répondants ont dit avoir fréquenté sur une base hebdomadaire les marchés participants au projet. Donc, vraiment, on fait au moins un achat par semaine. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que 95% d'entre eux ont dit d'avoir toujours utilisé leur carte proximité lorsqu'ils ont fait un achat auprès des points de vente participants. Sinon, du point de vue plus pratico-pratique pour se rendre au marché, eh bien, les 3 principaux moyens de transport qui ont été mentionnés, c'est les répondants y allaient majoritairement soit en transport en commun, soit à pied ou en voiture. Aussi, on voulait aller plus spécifiquement en demandant aux répondants de penser spécifiquement au marché qu'ils fréquentaient le plus souvent, dans le fond, qu'ils ont fréquenté le plus souvent en utilisant leur carte proximité. Puis, il y a ces 3 résultats qui sont quand même assez saillants par rapport à ça. Tout d'abord, il y a le fait qu'un répondant sur 2 a révélé s'être déplacé spécifiquement, de devoir se déplacer spécifiquement pour aller à ce marché-là. En fait, le marché ne se situait pas sur son itinéraire habituel de déplacement, son trajet qui emploie habituellement pour sa vie de tous les jours, ses autres achats, etc. Également, 77% des répondants disaient qu'ils ne fréquentaient pas le marché avant de recevoir la carte proximité. Puis, une proportion similaire, pour 73%, ont spécifié qu'ils n'auraient pas fréquenté le marché, ou du moins ne le savaient pas au moment de répondre au questionnaire, qu'ils n'auraient pas fréquenté le marché s'ils n'avaient pas reçu la carte proximité. Maintenant, lorsqu'on voyait davantage l'analyse des informations recueillies par ACRU, on voit que plus le montant mensuel était élevé, qui était déposé, mais plus qu'on voyait que le montant moyen par transaction était également élevé, et plus que le nombre de transactions effectuées, il était de même. Pour un autre fait intéressant, c'est que la majorité des transactions, soit 65% d'entre elles, ont été effectuées en septembre ou en octobre, donc qui correspond à la deuxième moitié du projet. Finalement, à la fin du projet, il y a 72% des cartes qui ont été complètement vidées, donc tout l'argent qui avait été déposé a été dépensé. Puis pour les cartes pour lesquelles il restait un solde, eh bien 42% d'entre elles avaient un solde qui était d'au moins 50 $, puis parfois même ça pouvait atteindre une centaine de dollars malheureusement qui n'avaient pas été utilisés. Donc maintenant, avec les résultats importants par les objectifs, donc d'abord le portrait des utilisateurs. Donc l'analyse du portrait des utilisateurs, dans le fond, des répondants de la carte proximité, montre vraiment qu'il y avait une précarité sur le plan sociodémographique. Il y a plusieurs éléments qui nous montrent cela. Donc, tout d'abord, il y a une grande proportion, au moins 50% des répondants étaient des immigrants de première génération, qui recevaient des prestations gouvernementales comme principale source de revenus. Le quart d'entre eux vivent seuls. Le tiers détiennent au plus un diplôme d'études secondaires. Également, du point de vue du revenu, pour ceux qui ont révélé, qui ont rapporté leur revenu annuel, 99% d'entre eux vivent sous la mesure de faible revenu. Ça on considérait l'année avant le chamboulement de la pandémie. Puis quand on leur demandait vraiment à cause de la pandémie ou depuis le début de la pandémie en mars 2020, il y a presque 80% d'entre eux qui ont rapporté une baisse de revenus ou un revenu échangé entre mars et juillet, qui était la première collecte de données. Donc, ce sont des personnes qui vivaient sous la mesure de faible revenu et que la pandémie est venue, comme on dit tout à l'heure, précariser davantage leur situation. Un autre point important, c'est que près de 90% des répondants souffrent d'insécurité alimentaire. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont un manque de ressources financières
qui peut venir contraindre leur accès à l'alimentation. Puis on voit vraiment là, qu'une grande proportion souffre d'insécurité alimentaire modérée, donc ils doivent faire des compromis sur la qualité et ou la quantité des aliments consommés. Puis également, là, une bonne proportion, là, donc 35,2 % qui souffrent d'insécurité alimentaire grave. Donc, il y a vraiment des réductions de l'apport et des perturbations sur leurs habitudes alimentaires. Sur un autre plan, lorsqu'on leur a questionné avant la réception de la carte proximité, il y a vraiment un enjeu de l'accès économique qui était, aux fruits et aux légumes qui était bien présent. Donc, la majorité des répondants considéraient les fruits et les légumes qui étaient disponibles dans les commerces d'alimentation de leur quartier comme étant trop chers pour leurs moyens. Il y avait également un désir puis une nécessité de trouver, dans le fond, le meilleur prix possible pour les aliments. Puis ça s'est témoigné par rapport aux catégories de commerce alimentaire qui étaient habituellement fréquentées. Donc, on voit que les magasins du dollar et les supercentres font vraiment partie des catégories d'aliments qui étaient habituellement fréquentées pour l'achat d'aliments. Aussi, une bonne proportion des répondants fréquentaient une banque alimentaire ou un comptoir d'aide alimentaire avant tout le chamboulement de la COVID-19. Puis lorsqu'on leur demandait s'il y avait un changement de fréquentation depuis la pandémie, mais il y en a autant qui disaient que oui, ils avaient augmenté leur fréquentation des banques alimentaires, donc à cause d'une augmentation de leurs besoins. Mais à l'inverse, il y a aussi plusieurs qui disaient qu'ils avaient diminué leur fréquentation, mais un peu à contre-cœur, soit parce que bon, il y a eu des fermetures, les horaires avaient été diminués, ou même parce que vu qu'il y avait une augmentation de la demande générale, c'était plus difficile pour eux d'y avoir accès. Et finalement, même s'il y avait ces différentes barrières économiques à l'accès aux fruits et légumes, il y avait quand même un souhait de vouloir acheter plus de fruits et légumes s'il y en avait les moyens. Donc, il faut juste pour clore le profil des utilisateurs, on peut quand même voir que les répondants de l'évaluation, leur profil concorde à la population visée par l'intervention et donc la stratégie de passer par les organismes communautaires semble avoir été efficace là, pour vraiment les rejoindre. Donc maintenant, la consommation de fruits et de légumes. Donc celle-ci a vraiment été mesurée aux 2 moments de l'évaluation. Donc, avant la réception de la carte proximité, la consommation moyenne de fruits et de légumes s'élevait à environ 2,5 fruits et de légumes par jour en moyenne. Et lorsqu'on a également demandé sous quelle forme les fruits et légumes étaient, dans le fond, les fruits et légumes qu'ils consommaient, sous quelle forme ils étaient achetés, puis on voyait que quand même, une proportion là, assez, quand même bonne, là, était sous forme frais. Donc, 72 % pour les fruits et 82 % pour les légumes. Et là, après, lorsqu'on leur a demandé les mêmes questions à la fin du projet pour voir quelle était leur consommation à la fin, on voit que celle-ci, elle a augmenté. Donc, la consommation moyenne a augmenté à 3,3 fruits et légumes par jour. Donc, c'est une augmentation qui, oui, peut sembler modérée, modeste, mais quand même, elle est significative statistiquement, mais elle reste faible sur le point de vue tangible. Puis, mais cependant, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on a vu la forme des fruits et de légumes. Alors, ça, on voit vraiment là, qu'une bonne proportion, là, plus près de 95 % des fruits et de légumes à la fin de l'intervention qui étaient consommés étaient achetés sous forme frais. Ensuite, mais reste que le seuil de consommation de fruits et de légumes, le 5 fruits et légumes par jour, reste un seuil pour savoir si la consommation est suffisante ou insuffisante. Puis cette proportion-là a doublé entre le début de l'intervention et la fin de l'intervention. Donc, elle est passée de 10 % des répondants qui rapportaient une consommation d'au moins 5 fruits et légumes par jour à 22 % à la fin de l'intervention. Puis, pour pousser un petit peu plus loin, parce qu'on peut dire que toute augmentation de fruits et de légumes peut avoir ses bénéfices. Donc, peu importe
une augmentation, même si elle reste inférieure à 5 fruits et légumes par jour, toute augmentation peut amener ses bénéfices. Donc, pour essayer de voir ça, on est allé voir quelles étaient les caractéristiques des répondants qui ont rapporté une augmentation d'un fruit et de légumes par jour. C'est pour voir est-ce qu'il y a des caractéristiques particulières par rapport à leur profil. Bon, on voyait que ceux qui ont rapporté une augmentation d'au moins un fruit et légumes par jour étaient en proportion plus nombreux à être des immigrants de première génération, à vivre dans un ménage d'au moins 2 personnes, donc ne vivaient pas seuls, avaient une consommation de fruits et de légumes au début de l'intervention qui était inférieure à 5 fruits et légumes par jour, et aussi qui vivaient en situation d'insécurité alimentaire grave avant la réception de la carte proximité, puis qui ont manifesté un intérêt d'acheter plus de fruits et de légumes si on avait les moyens au début de l'intervention. Maintenant, les effets intermédiaires de la carte proximité. Donc, outre les changements de la consommation de fruits et légumes, il y a d'autres éléments qui ont découlé de l'utilisation de l'incitatif économique. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne la perception des fruits et des légumes qui étaient accessibles avec la carte proximité. Donc, on voit vraiment là, que différents aspects de l'accès ont été questionnés, puis on voit vraiment là, qu'ils ont eu une perception positive en majorité pour ces différents aspects-là. Donc, on voit vraiment que la qualité des fruits et de légumes accessibles avec la carte proximité a vraiment été soulignée par les répondants. Ensuite, concernant l'aspect de l'abordabilité des fruits et de légumes, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est différent de lorsqu'on leur avait demandé au début comment ils percevaient les fruits et légumes de leur quartier. On voyait que 90% considéraient que les fruits et légumes de leur quartier étaient trop chers pour leurs moyens. Alors que maintenant, lorsqu'on leur demandait comment ils trouvaient les fruits et légumes avec la carte proximité, là, la majorité disait que oui, ils les trouvaient abordables pour leurs moyens. Sinon, l'aspect de la disponibilité là, à proximité de leur domicile, mais en fait, c'est la dimension qui était peut-être la moins perçue positivement, dans le fond, qu'il y a un plus grand niveau de désaccord. C'est la dimension qui a obtenu le plus haut niveau de désaccord. Eh bien, ça vient un peu en lien avec le résultat précédent qui disait que un répondant sur 2 devait se déplacer spécifiquement pour aller au marché, donc il devait voyager de plus grandes distances. Et même, il y a le quart des répondants qui résidaient à 5 km et plus de leur marché principal. Donc, encore là, il y avait une grande distance à parcourir pour pouvoir avoir accès aux aliments, aux fruits et légumes avec la carte proximité. Finalement, un fait quand même intéressant, si on fait un parallèle avec ce que Jennifer a présenté, c'est que quand même la majorité des répondants percevaient positivement et considéraient que les fruits et légumes qu'ils avaient accès avec leur carte proximité correspondaient à leur culture alimentaire. Mais donc, même si c'était en majorité des immigrants de première génération, est-ce qu'ils sont peut-être moins informés comment utiliser ou comment cuisiner les aliments locaux, mais en fait, au fil du projet, lorsqu'on l'a questionné à la fin, semblait dire que oui, les aliments qu'ils pouvaient avoir accès avec la carte proximité correspondaient à leur culture alimentaire. Il faut quand même souligner qu'il y a quand même plusieurs répondants qui ont manifesté l'intérêt de pouvoir acheter des aliments dits exotiques, donc des bananes, des avocats ou des citrons. Donc, c'était un désir, mais quand même, ceux qui pouvaient avoir pour la première année, leur satisfaisait du point de vue culturel. Autre effet intermédiaire, c'est vraiment le changement de lieu d'approvisionnement alimentaire qu'on a pu détecter. Donc, dans les étés précédents, donc vraiment avant le projet de la carte proximité, il y a 40% des répondants qui ne fréquentaient pas ou ne connaissaient même pas l'emplacement ou de marchés solidaires ou de kiosques de fruits et de légumes. Alors, au cours de l'été 2020, avec la carte proximité, c'est une proportion similaire, donc 40%, qui fréquentaient toutes les semaines un marché participant au projet. Donc, on peut voir vraiment qu'il y a eu c'est le fait que ces types de marchés-là ont été intégrés à leurs habitudes et que maintenant, ils achetaient leurs fruits et légumes à ces marchés de proximité. Autre élément concernant les changements dans leurs achats de fruits et de légumes. Donc,
la majorité des répondants ont rapporté avoir augmenté la variété des fruits et de légumes qu'ils ont achetés, qu'ils ont également augmenté la quantité de fruits et de légumes achetés, et la moitié disait qu'ils avaient diminué le montant d'argent personnel, donc leur argent à eux, qu'ils devaient dépenser par semaine pour acheter des fruits et des légumes. Puis en fait, cela concorde avec les aliments qui ont été davantage achetés avec la carte proximité. Donc, ça a été principalement des aliments locaux, dont les fruits et les légumes qui ont été plus achetés qu'à l'habitude avec la carte proximité. Mais il y a quand même à souligner que les autres types d'aliments, donc principalement le miel, les œufs, le lait et les produits laitiers, ont été également mentionnés comme ils ont été beaucoup achetés avec la carte proximité, ont été beaucoup aimés. Donc, il y a inévitablement, il y a eu un montant qui a été accordé au projet de la carte proximité qui a été dédié à ces aliments-là et peut-être moins aux fruits et aux légumes, donc ce qui pourrait expliquer le changement ou l'augmentation de la consommation de fruits et de légumes là, présenté tout à l'heure. Autre élément que je ne pouvais pas passer sous silence, c'est vraiment les témoignages qui nous ont été transmis pour le deuxième volet de l'évaluation. Dans le fond, c'est plus de 210 témoignages que les répondants nous ont transmis pour nous partager de leur expérience avec la carte. Vraiment, majoritairement, ce sont des expériences qui ont été très positives, qui mentionnaient à quel point la carte avait été d'une aide importante pour l'approvisionnement en aliments, donc particulièrement en fruits et en légumes, puis particulièrement dans un contexte où on vit actuellement, donc le contexte de la pandémie. Donc, on peut voir que la carte a vraiment permis d'être un soutien à l'accès économique aux aliments, qu'elle a contribué à faire des économies, puis de par le fait même de diminuer les craintes de manquer de nourriture. Donc, maintenant, le dernier point concernant les éléments facilitateurs et les barrières à l'utilisation de la carte proximité. Donc, tout d'abord, concernant les éléments facilitateurs, mais on peut voir qu'il y en a plusieurs qui ont vraiment facilité ou qui ont même motivé l'utilisation de la carte. Puis en fait, ces éléments-là concordent beaucoup avec les valeurs, les intentions, les goûts des participants, donc sont vraiment en adéquation. Donc, que ce soit le fait de percevoir une augmentation de leur consommation de fruits et légumes, le désir de profiter évidemment du maximum de l'argent proposé, mais aussi le désir et qui ont aimé pouvoir choisir les aliments au marché, d'acheter des aliments qui sont cultivés ici au Québec, des aliments locaux. On s'est beaucoup motivés à l'utilisation de la carte. Puis les deux derniers points que je veux mentionner sont vraiment des éléments qui ont été vraiment spécifiquement mentionnés par les répondants. Donc, le fait que ce soit une motivation financière, que grâce à la carte, il a été possible de faire des économies, de respecter leur budget et même faire des économies pour pouvoir acheter autre chose qui leur était en dehors des aliments, mais qui était important et nécessaire pour eux. Et encore une fois, la qualité des aliments a été soulignée de nouveau là, par le fait que c'était un élément facilitateur à l'utilisation de la carte. Mais il y a quand même eu des éléments qui ont été des barrières à l'utilisation de la carte proximité, puis des barrières qui touchent différentes dimensions puis différents aspects du projet. Mais je vous présente ici les principaux. Puis en fait, concernant les barrières, il y a comme deux catégories qu'on peut dire des barrières. Donc, celles qui ont été surmontées en cours de projet, donc celles concernant le manque d'informations sur le fonctionnement de la carte ou le fait de l'identification manquante des aliments. Donc, ce sont des barrières qui ont pu être surmontées en cours de projet grâce aux appels de suivi faits par le Carrefour, par l'habitude d'aller au marché, donc de développer à force d'aller au marché, à force de l'utiliser, mais on développe une certaine habitude et une compréhension du fonctionnement et de savoir quel aliment est accessible. Et aussi connaître l'emplacement même du marché dès qu'on sait l'information, OK, maintenant on peut l'utiliser. Et à l'inverse, il y a eu d'autres barrières que malheureusement ont vraiment perduré tout au long du projet. Donc, encore une fois, c'était des localisations et l'horaire des marchés qui étaient moins accessibles, moins propices ou qui étaient contraignantes par rapport
où qu'ils habitent ou leur horaire. Et également avec l'offre limitée des aliments, certains trouvaient que parfois l'offre était, il manquait de choix, il manquait, comme Jennifer disait, par exemple, les aliments qui étaient annoncés versus ceux qu'ils pouvaient retrouver. Donc, c'était un peu plus difficile de l'utiliser au maximum lorsqu'il manquait de choix une fois sur place. Donc, maintenant, les recommandations. Donc, il y a comme 3 grandes catégories de recommandations que je propose pour vraiment améliorer le projet, surtout en considérant que c'est une première année d'un projet pilote et qu'aussi en se rendant compte que tout s'est déroulé dans un contexte de pandémie. Puis, il y a certaines recommandations là, qui sont vraiment, qui viennent appuyer celles de Jennifer également. Donc, comme la première, qui est d'assurer une bonne communication dès le début du projet, qui semble vraiment être le cœur pour s'assurer d'un départ rapide, puis que ça soit vraiment... Comme on voyait tout à l'heure que la majorité des transactions avaient été effectuées dans la deuxième partie du projet, mais si une bonne communication dès le début du projet est effectuée, bien, peut-être ça peut inciter à utiliser la carte dès sa réception le plus rapidement possible. Donc, le fait de bien valider l'intérêt et les critères de sélection des participants et de bien informer les bénéficiaires de la réception de la carte permettrait justement de diminuer les barrières d'informations manquantes sur le fonctionnement que j'ai évoqué tout à l'heure. Aussi, le fait de bien identifier les aliments éligibles, donc bien utiliser les documentations, les outils de communication qui sont élaborés pour le projet au sein même des marchés pour vraiment bien guider les utilisateurs et éviter toute confusion au moment de payer. Donc, en bien identifiant les aliments, ça peut être en utilisant le logo du projet, les regrouper sur un seul et même étal pour bien les circonscrire au sein des marchés. Puis aussi le fait de communiquer, si possible, les calendriers et les périodes d'approvisionnement des différents aliments pour savoir. On sait qu'au Québec, les aliments locaux, la saisonnalité fait que différents aliments sont disponibles à différents moments de l'été. Donc, en communiquant ces informations-là, ça peut donner une bonne idée aux participants, les aider à planifier soit leur visite ou avoir une meilleure idée de ce qui pourrait les attendre avec la carte proximité, avoir une idée plus à long terme, moyen-long terme de ce qu'ils pourraient acheter grâce à la carte. Ensuite, l'amélioration spatio-temporelle, donc tout ce qui a trait à la localisation des marchés, donc leur emplacement et l'horaire d'utilisation et l'horaire des marchés. En fait, ça a été vraiment, l'horaire et l'emplacement des marchés a vraiment été ce qui a été le plus souvent mentionné comme barrière à l'utilisation de la carte proximité. Puis la proximité des lieux, dans le fond, des points de vente est vraiment un facteur clé pour la mise en place de ce type d'intervention-là au Québec. Donc, pour essayer de mettre ces recommandations en place, prévoir si possible, étendre si possible les heures et les jours d'opération des marchés. Plusieurs répondants mentionnaient leur intérêt d'y aller soit des jours de fin de semaine ou en matinée, parce que ça fonctionnait ou c'était en parallèle avec leurs autres courses qu'ils faisaient, donc c'était avec leurs habitudes habituelles d'approvisionnement alimentaire. Ou sinon, le fait de recruter de nouveaux points de service répartis dans d'autres secteurs de Montréal. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont voyagé de longue distance pour pouvoir aller au marché. Donc, on voit quand même qu'il y a des besoins ailleurs à Montréal pour les différents marchés pour pouvoir utiliser la carte proximité. Finalement, vous savez que ça vient rappeler un peu ce que Jennifer a dit tout à l'heure, en fait, de bonifier l'offre alimentaire disponible avec la carte proximité. Mais cette recommandation-là peut également venir reprendre le point de communiquer, si possible, les calendriers et les périodes d'approvisionnement des aliments. En fait, si les utilisateurs sont informés de ces moments-là, au moins ils pourront planifier pour lorsqu'ils vont aller au marché, lorsqu'ils essaient de maximiser l'offre disponible lors de leur visite. Puis également, le fait de savoir les calendriers des aliments à venir en cours de saison, mais ça peut leur permettre de voir que oui, il y a une variété
qui peut venir à long terme ou que si c'est une moins bonne journée une fois, ça ne veut pas dire que l'offre va être la même la semaine suivante ou le mois suivant. Donc, sans nécessairement trop changer concrètement, mais juste le fait de le savoir, ça peut avoir l'impression que l'offre est bonifiée juste parce qu'on voit les changements en cours de saison. Puis également, le fait de l'ajout de produits, des aliments de base, en fond, l'ajout de produits de base. Donc, ce sont des produits locaux, peu transformés, comme certains d'entre eux faisaient partie des aliments accessibles en 2020 avec le projet. Ce n'est pas nécessairement tous les marchés qui les offraient, donc c'est voir s'il est possible de les ajouter dans d'autres marchés. C'est des aliments qui, oui, ont été appréciés. Après, la réflexion à avoir, si ces aliments-là, bien que locaux, bien que peu transformés, sont disponibles, mais est-ce qu'il va y avoir un effet collatéral sur la consommation de fruits et de légumes? Est-ce qu'ils vont être davantage achetés que les fruits et de légumes? Donc, alors qu'une des missions, un des objectifs de la carte proximité en soi, c'est d'améliorer l'accès aux fruits et aux légumes. Et je pense qu'il y a toute la réflexion aussi, là, comme Jennifer disait, sur la mission de la carte proximité qui est qui est fermière et solidaire, donc vraiment d'encourager l'approvisionnement en circuit court, vraiment des commerces de proximité. Donc, c'est de voir est-ce que ces aliments-là s'intègrent bien dans la mission, s'inscrivent bien dans les valeurs du projet. Je pense que ça, il y a une concertation, une réflexion à avoir à ce niveau-là. Pour finir, donc on peut voir qu'au terme de l'évaluation de la première année du projet de la carte proximité, on peut dire que la population visée par l'initiative a été rejointe via la stratégie de recrutement qui a été employée, que les premiers effets observés sont prometteurs et que c'est une initiative qui a été très appréciée par les répondants. 95% d'entre eux se sont démontrés intéressés à bénéficier de la carte dans le futur. Mais bien évidemment, première année d'opération d'un projet pilote, il y a des améliorations qui sont à réfléchir pour vraiment mettre en œuvre, pour améliorer, bonifier, rendre que c'est vraiment une expérience des plus positives et des plus faciles pour les utilisateurs de la carte. Donc, vous dire que la continuation et la pérennisation est envisageable pour le projet de la carte proximité et que d'autant plus si il y a différentes améliorations apportées, en plus, dans un contexte non pandémique, on l'espère, et des améliorations sur ce qu'est le projet ou des partenariats futurs, mais il est évident qu'une poursuite de l'évaluation pourrait être vraiment pertinente pour voir si l'ajustement de la carte proximité, quels ont été l'impact sur différents aspects de l'utilisation et de l'expérience des utilisateurs. Bien, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Wow, ben merci à vous deux pour cette présentation, vraiment. C'est vraiment des résultats super encourageants. Est-ce que tu... Oui, merci. Arrêtez le partage d'écran. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, ça montre que quand les personnes qui vivent l'insécurité alimentaire ont l'occasion de manger plus de fruits et légumes, ben elles le font. Puis, il y a plein d'effets aussi collatéraux. Là, moi, je fais juste penser à la hausse de fréquentation des marchés solidaires qui sont souvent une porte d'entrée vers plein de services, vers du référencement, vers un ancrage dans la communauté. Donc, tout ça aussi, là, c'est super intéressant. Puis c'est sûr que toutes les recommandations, puis c'est une première année, fait que c'est le moment de tester, puis justement, tout ça va être super utile. Mais pour amener des nouveaux partenaires, pour offrir plus de cartes, c'est sûr que tout ça aussi là, va demander un soutien financier plus accru également. On va travailler là-dessus. Donc là, si vous voulez nous partager vos questions, vos commentaires, je pense qu'on peut y aller. Là, vous pouvez ouvrir votre micro, puis y aller comme vous le sentez. Moi, j'ai une petite question. Oui. En fait, moi, je suis à Corbeil-de-Pin et puis on voulait savoir, est-ce qu'on peut se fier sur le fait qu'on va être repris comme marché
pour la saison 2021 parce que nous, ça change beaucoup nos plans si on a encore accès à la carte proximité ou non. Donc, je voulais juste savoir, là, est-ce que les marchés qui ont été là, les centres, ben, pas les centres, mais c'est qu'est-ce que je veux dire, là, oui. Ben, c'est ça, comme mon plan, là, dans le fond, ce que je souhaite, c'est que c'est ça qu'on ait 2 ou 3 marchés supplémentaires cette année. Fait qu'on reprenne tous les marchés qui étaient participants, qu'on en ajoute cette année. Puis que l'année prochaine, on embarque aussi les marchés publics. Ben, l'année prochaine, comme on est en 2021-2022. Donc oui, par contre, là, les montants qui ont été donnés en carte, c'est sûr que c'était beaucoup en raison aussi de tous les appuis financiers qui sont venus avec la pandémie. Fait que ça ne veut pas dire que je souhaite là, qu'on soit capable d'aller chercher des montants égaux puis équivalents, puis ce qui n'a pas été dépensé en carte. Parce que les montants, c'est 65 en fait là, de l'argent mis sur les cartes qui a été dépensé. Ce qui n'a pas été dépensé va être remis sur les cartes l'année prochaine. Mais je ne peux pas vous garantir que chaque arrondissement va avoir exactement les mêmes montants. Je souhaite que oui, puis je souhaite que ce soit encore plus, là, mais c'est ça aussi dans le... pour les marchés, il y a quand même, puis pour nous aussi, on le vit parce qu'on a un marché aussi, là, mais de ne pas devenir nécessairement dépendant de la carte proximité dans nos modèles d'affaires, là, ça va aussi être un enjeu à prendre en compte. Il y a d'autres questions, commentaires? Je peux y aller, Marc-Claude? Oui. C'est Marie-Claude. Oui, qui parle? Je ne vois pas. Ah, ben non, tu ne me vois pas. Attends une minute. Ah, ben oui, c'est Marc-Claude. Ben oui, je t'entends, mais je te reconnais. Oui. Je connais ma voix, mais alors, j'ai 3 questions. 2 petites questions rapides, là. Puis un petit commentaire, effectivement, ce que tu disais, c'est-à-dire, c'est vrai qu'en termes de plan d'affaires, il ne faut pas que le marché dépendent des cartes proximité comme sa principale source de revenus. Là, à long terme, c'est effectivement pas viable. Ma question, c'est bien que c'était pas l'objectif de l'évaluation. Avez-vous eu un certain feedback des producteurs? Parce que si les ventes ont augmenté au marché, donc probablement eu un impact aussi sur les producteurs. Ça, c'était ma première question. Puis la deuxième aussi, pour les marchands, on voit que les utilisateurs à 95 voudraient participer à nouveau. Puis les marchands, on a vu qu'il y avait eu certains enjeux, bien sûr, de communication et tout ça, mais donc, est-ce que je comprends qu'ils sont tous désireux de poursuivre l'aventure pour l'année prochaine? Oui, bien c'est ça. On n'a pas sondé directement les agriculteurs. Ça serait super intéressant de le faire l'année prochaine. Par contre, ce qu'on a eu comme feedback informel, c'est que oui, entre autres, je sais qu'Amabé s'approvisionne directement auprès des... Attends, mais Tia, toi, tu es Amabé? Oui, c'est ça. Veux-tu répondre? Moi, je m'approvisionne directement des fermiers qui sont sur l'île de Montréal, dans la région de cette ville qui est vraiment à l'ouest. Donc, c'est moi qui passe les commandes, puis c'est moi qui vais les chercher. Donc, je parle régulièrement avec mes fermiers. Puis oui, ils sont super contents. J'ai une petite ferme là, qui est une ferme d'étudiants à McGill, qui, eux autres, ça leur a permis vraiment d'agrandir leur projet, de faire des plus grands projets pour l'année prochaine. Donc, ils étaient super contents là, des extra commandes, puis de tout ce que ça leur a pu leur apporter. Puis le fait aussi qu'on pouvait leur payer un juste prix pour leurs légumes, c'était vraiment... il y avait juste du positif à dire. Là. Tous mes fermiers étaient très, très, très heureux. Puis pour ce qui est des autres marchés, informellement, je crois que tout le monde a vraiment envie de continuer à participer l'année prochaine. Qui est là? Est-ce que j'en vois? Bon, en tout cas, mais ouais, Nicolas du dépôt, c'est ça, les commentaires de la part des marchands ont été vraiment positifs. Ça a aidé en fait tous les marchés à rejoindre les populations plus vulnérables que des fois on a de la difficulté à rejoindre en tant que marché. Donc, le feedback est vraiment, vraiment bon dans ce sens-là. Puis ça permet aussi d'avoir des ventes plus intéressantes. Puis, donc, oui. Il y a Geneviève aussi. Élise, oui. Élise, veux-tu y aller? Oui, bonjour. Est-ce qu'il y aura considération aussi de la possibilité de vendre autres produits, disons, transformés par nous-mêmes? Alors, on transforme des produits locaux qui n'étaient pas accessibles aux personnes avec les cartes. Est-ce que ce sera quelque chose à considérer?
Bien, c'est sûr qu'on ne va pas avoir une discussion là, sur qu'est-ce qu'on vend avec la carte. Le fait de ne pas utiliser des produits transformés, c'était pour faciliter le message. Oui. Mais il y a peut-être d'autres façons là, d'inclure autre chose puis que le message soit bien. Que les produits ciblés soient bien communiqués, en fait. Là. Mais oui, puis c'est sûr qu'on va pas avoir une discussion là-dessus. OK. Mm-hmm. Je peux poser une question, Marie-Claude? Attendez, je pense qu'il y a Geneviève qui n'a pas eu la chance, puis je vais revenir à toi, Maxime. Geneviève, moi? Mm-hmm. OK. Ben merci. Bonjour Mireille. Bravo les filles. C'était une super présentation puis des super résultats aussi, là. Mireille, tu as fait tout un travail. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Alors, ben c'est ça, j'ai quelques questions, j'ai quelques commentaires aussi. Je veux juste dire que quand même, un recrutement de 43% de la population rejointe par la carte, c'est très bon. Puis qu'un taux de rétention de 75% des 294, ça, c'est excellent. Au niveau scientifique, là, ça, c'est excellent. Fait que c'est beaucoup d'efforts, hein, retenir des gens dans une étude là, pour le vivre moi-même. Là, donc, vraiment, là, ça, c'est un plus pour la qualité scientifique du rapport. J'ai pris quelques notes. Écoute, tantôt, tu mentionnais, bon, quand tu as présenté les résultats sur la consommation de fruits et légumes pré-post, là, tu as comparé uniquement ton échantillon final, hein, entre les 221 là, qui sont restés. Oui. OK. Puis tu es arrivé à une médiane de 2. Oui, 2,7. 2,7, puis la moyenne 2,5 à 3,3. En tout cas, à peu près la même différence entre la moyenne et la médiane. C'est quasiment une portion de plus par jour. C'est énorme comme effet. T'sais, OK, ils n'ont peut-être pas atteint, puis qu'il y a une augmentation de 50%, comme de 10 à 20% des gens qui ont comme le seuil minimal là, de 5. Ça aussi, là, c'est hallucinant comme effet. Là. Et si c'est ça, là, si les gens ils ont bien déclaré, là, c'est vraiment quelque chose. Il faudrait voir la saisonnalité, puis par rapport à le moment pré, par rapport au moment post. Y a-t-il un effet de saisonnalité? Là, on ne sait pas. Il n'y a pas de groupe contrôle hein, dans l'étude. Fait que il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Peut-être que tout le monde s'est mis à manger plus de fruits et légumes cet été. Non, mais c'est vrai, dans la société. Fait que, bon. Mais en tout cas, je voulais juste réitérer que ça, là, c'est... Je suis ahurie. Fait que je voulais juste souligner ça. Donc, chapeau à tout le projet, tous les acteurs impliqués. J'aurais plein d'autres commentaires aussi par rapport à la population rejointe en insécurité alimentaire, mais bon, je vais me retenir là, parce que je vais tout prendre le restant du temps. Donc, OK, merci Geneviève. Marc-Claude. On va y aller. On va y aller avec Joan et puis Maxime ensuite, et puis on va revenir à Marie-Claude. Oui, OK, bonjour. Je veux dire, première chose, merci à tout le monde qui a organisé cette belle projet. Puis merci aussi pour inclure nos clients dans ça. Je sais que plusieurs ont vraiment apprécié l'opportunité de joindre ce projet. Un commentaire que je veux juste poser une question. Le commentaire de peut-être l'année prochaine, c'est mieux d'envoyer les cartes aux organisations pour distribuer les cartes. Comme ça, on peut expliquer un peu plus aux gens, donner plus d'informations. Je pense, si on a besoin de distribuer les cartes, ça va prendre beaucoup plus de temps pour distribuer les cartes proximité. Puis, il y a d'autres peut-être façons de transmettre l'information qu'on doit transmettre. Mais c'est juste ma commentaire. Par la poste, c'était très, très, très facile à envoyer les cartes à tout le monde, puis ils l'ont reçu plus vite. Puis, mais s'il faut améliorer la façon de communiquer les informations aux bénéficiaires, on peut faire ça, c'est sûr et certain.
Mais merci, Joanne. Mais c'est ça, en fait, tu sais, on pourra peut-être penser à faire comme on l'avait fait, où on avait demandé aux organismes s'ils préféraient les distribuer en personne ou que nous, on les envoie par la poste. J'avoue que c'est vraiment beaucoup de travail d'envoyer comme 800 cartes par la poste. mais on verra. Puis c'est sûr qu'il va... Puis, tu sais, aussi, on s'entend, là, le projet devait démarrer en février. Tu sais, comme je vous ai contacté une première fois en février, mais il y a eu un gap jusqu'au mois de mai parce qu'on faisait des boîtes de livraison, puis comme on était jusque-là. Là. Fait que c'est sûr qu'on va avoir plus de temps cette année aussi pour comme vraiment bien mettre les choses en place, puis comme s'assurer que toute la communication soit bien comprise de part et d'autre, puis qu'on ait tous les outils là, à portée de la main pour que ce soit mieux transmis aussi aux participants. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que, tu sais, on a beau envoyer des dépliants avec les cartes et tout ça, les gens ne les ont pas nécessairement lus, donc ils ne savaient pas. Non. Puis c'est ça, puis je vais déposer une demande cet après-midi d'ailleurs pour qu'on puisse aussi avoir plus de ressources humaines pour pouvoir accompagner mieux les organismes, puis aussi comme offrir des ressources partagées au marché là, pour qu'on puisse appliquer en fait les recommandations qui ont été faites, là, puis que tout ça, que le projet puisse vraiment se déployer à son plein potentiel. OK, Maxime nous a quittés, donc on retourne à Marie-Claude Gélineau. Ton micro. Pas prête, je sais, je n'étais pas prête. J'attendais Maxime. J'étais gênée tantôt, vu que moi, je suis la santé publique et on est un bailleur de fonds. Je ne voulais pas, mais j'étais comme gênée, mais j'étais un peu comme Geneviève. J'étais assez excitée, moi aussi, là, ne serait-ce que de voir le profil des utilisateurs. Puis moi aussi, j'étais un petit peu tombée sur le derrière avec la portion de plus. Là. Oui, puis aussi, je n'ai pas parlé, mais il y a un autre projet en parallèle qui a commencé un petit peu plus tard, mais quand même, qui est le projet Hôpital solidaire. Fait avec la carte proximité, dans le fond, on a un projet avec l'Hôpital Notre-Dame où c'est des intervenants, en fait, soit en travail social, en nutrition ou du CIUS, qui donnent des cartes. Alors, je n'aime pas nos patients, là, mais aux personnes qu'elles rencontrent. Puis avec la carte, ces gens-là peuvent avoir accès aux aliments du marché et à des repas à la cafétéria de l'hôpital qui est ouverte là, tous les jours à toute la population. Puis nous, ce qu'on a fait dans le Centre-Sud aussi, là, avec Vanessa et Camille, c'est que pour répondre à la fermeture du marché, vu qu'on avait ce projet-là qui était en cours avec l'hôpital, ben, on a lancé une distribution de paniers. Fait que les gens peuvent acheter des paniers pendant l'hiver avec la carte proximité. Fait que c'est comme un petit projet qu'on a lancé là, vraiment en 4 minutes, mais qu'on pourra peut-être voir si ça peut être une solution aussi là, pour d'autres organismes là, qui veulent continuer à offrir le projet à l'hiver prochain. Donc, il y a plein de débouchés. Puis là, moi, je serais curieuse aussi d'entendre JP, je ne sais pas si c'est encore là, mais tu posais la question sur la taxation des boissons sucrées et tout ça. Je vais avoir une autre question après. Si jamais il n'y a personne, c'était mon commentaire, mais si jamais il n'y a personne qui a de questions, j'en ai une autre. Ben oui, ben vas-y, puis... Ah bon, c'est justement, vu que l'aspect de la proximité, ça semble être un enjeu, est-ce qu'il y aurait une possibilité de penser à de la livraison? Je sais que certains l'ont fait. Ah, ça, c'est chiant. Je sais que certains l'ont fait, mais est-ce que c'est ça, l'organiser un petit peu plus? Et puis, pour les sommes résiduelles, je me demandais, parce que 38 donc, c'est ça, 38 qui n'avaient pas... C'est 68 qui ont pris leur carte, donc 38 Oui. Est-ce qu'il est prévu de mettre des mécanismes pour faire en sorte que, on ne puisse pas accumuler plus que tel montant, ou c'était peut-être déjà en place, parce que je ne suis pas familière avec le mécanisme de remboursement, là? Ben, dans le fond, c'est ça, c'est qu'à la fin du projet, c'est qu'il n'y a pas des vraies transactions financières, là, c'est que nous, on rembourse les marchés selon les transactions qui ont été faites. Fait que si l'argent est à moins qu'il y ait des cadeaux, ce qui est autre chose, mais l'argent qui n'est pas dépensé, dans le fond, je ne l'ai juste pas payé au marché, puis on va la remettre sur les cartes l'année prochaine. C'est ça qui est super intéressant aussi avec la solution qu'on a trouvée avec Accru, là, parce que de perdre cet argent-là, ça aurait été très dommage. Alors que là, si les gens ne l'utilisent pas au complet, ben, ce n'est pas dramatique, on peut juste le réinvestir. C'est ça, et puis on m'a demandé, tantôt Caroline me demandait, c'était quoi le pourcentage d'investis sur les cartes? C'est 73 du budget du projet qui est allé directement en cartes. Là. Les chiffres, c'est très 73 du budget, merci. Oui, c'est c'est 235 très efficient. C'est une grande force mais c'est sûr que... probablement mettre plus l'année qui vient parce que vous réalisez que c'est beaucoup de... Ben, c'est ça. Je veux dire, ouais, à long terme, c'est pas viable d'avoir comme
une demi-ressource humaine qui est moi, là, de travailler là-dessus uniquement. Là. Fait avec Jennifer, qui a comme une chance qu'elle ait donné un très bon coup de main, là, mais c'est sûr qu'on va devoir faire des ajouts en ressources humaines là, pour pouvoir bien le porter. JP? Oui, moi, je me demandais, bravo d'avoir mis ce beau projet en place. Puis, tu sais, je me demandais au niveau stratégique là, pour tu sais, rallier autant le financement, là, que ce soit justement, comme je l'ai dit dans ma question, là, en ralliant la taxe sur les boissons gazeuses. Là. Oui, la Coalition québécoise pour la problématique du poids, les fondations de maladies du cœur puis d'AVC, la Société canadienne du cancer ont fait tous des recommandations qui vont dans le sens de financer ce genre de projet-là. Mais dans quelle mesure vous allez réussir à porter ce projet-là régional? Là, il y avait eu des discussions aussi à une certaine époque sur les marchés publics, d'avoir accès à ces cartes-là. Là, Nicolas, là, comme plusieurs le savent, est devenu le nouveau directeur général des marchés publics. Est-ce que vous avez besoin d'aide pour porter ce truc-là au niveau régional? Comment, dans le fond, les gens autour de la table, là, je pense aux gens de l'INSPQ, les gens de la santé publique, d'autres partenaires qui portent un message commun en disant OK, ben on a fait ce projet-là avec les moyens du bord, ça a été extraordinaire. L'argent, oui, c'est 73 %, mais après ça, quand on regarde l'effet multiplicateur de l'économie locale, là, 1 $ investi dans l'économie québécoise au niveau des fermes, ben, c'est plus qu'1 $ qui roule. Là, comparativement, mettons, si on récupère les pertes du gaspillage alimentaire, qui n'est pas 1 $ qui roule, mais 1 $ qui se sublime, là, mettons. C'est-à-dire que j'aimerais ça vous entendre sur quelles sont vos attentes par rapport à la communauté de lobby ou à nous autres là, partenaires pour réussir à pousser le projet plus loin. Puis est-ce que c'est votre souhait de continuer, là, dans le fond, à porter ce projet-là à moyen long terme? Si oui, qu'est-ce que vous auriez de besoin justement pour y arriver? Est-ce que ma question est claire? Est-ce que vous m'avez entendu? Oui, bien, je vais laisser les partenaires répondre. OK, merci. Les partenaires ne peuvent jamais faire de promesses à long terme. Ben non. Mais c'est évident que, en tout cas, c'est sûr qu'en termes de santé publique, c'est un projet qui est extrêmement intéressant, extrêmement porteur. Et je sais qu'il y a des oreilles attentives au niveau gouvernemental aujourd'hui. Mm-hmm. Mais c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de travail à faire dans ce sens-là. Puis c'est ça, comme ce serait tellement souhaitable que ce projet-là se déploie à plus grande échelle. Puis là, après ça, la question de est-ce que c'est le Carrefour qui devrait porter ça, ça se pose aussi. Là. Donc, mais oui, puis on verra ensemble là, comment est-ce qu'on peut faire avancer ça à des échelles plus grandes. Mais c'est sûr qu'il y a une volonté assez grande. Enfin, les résultats d'aujourd'hui, en tout cas, c'est un excellent tremplin. Mm-hmm. Mais comment vous vous sentez par rapport à la prochaine année? Est-ce que, dans le fond, là, vous allez le porter parce que c'est un projet de 2 ans, puis Inch'Allah, on verra pour la suite? Ou est-ce que le Carrefour a eu une réflexion stratégique sur, dans le fond, le projet, sur la portée du projet, puis dans quelle mesure, justement, rallier Corinne Voyer, puis les gens de la coalition nous aideraient à avancer le dossier. Moi, j'ai envie de faire quelque chose, là, tu comprends? Ouais. J'ai envie que ça fonctionne. J'ai envie que ça soit le Carrefour qui le porte, au sens où vous avez un leadership incroyable. Puis je pense que c'est beau. Mais comment, what's the next step, là, tu sais? Bien, c'est ça. C'est la raison pour laquelle on a besoin de plus de RH pour pouvoir embaucher des gens qui vont s'occuper du projet pour pouvoir faire en sorte que moi, je puisse aller dans ce sens-là, puis faire le plaidoyer avec la coalition poids. Puis on verra ensemble aussi. Là, moi, je serais très heureuse qu'on collabore là-dessus
pour faire grandir le projet si tu es intéressé, c'est certain. Mais oui, mais tu sais, on veut le porter. C'est sûr que là, tu sais, c'est sur 2 ans, mais moi, je pense que avec des résultats comme ça, on va pouvoir sans doute obtenir ou aller chercher du financement, un support pour le prolonger, puis qui va nous laisser le temps aussi là, d'attacher les fils, puis de le solidifier, puis de voir comment est-ce qu'on peut le faire grandir à une plus grande échelle. On a Tania et puis Geneviève. Merci. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si vous avez été capable au niveau de la recherche d'isoler les données entre arrondissements ou entre marchés. Non, pas pour cette année, principalement pour question de confidentialité. C'est qu'on a peur en divisant trop, là, il y avait trop une possibilité de peut-être identifier les participants. Donc, c'est pour ça qu'on a gardé le tout dans l'ensemble. OK, merci, parce que j'aurais été curieuse de comparer. Je sais comme nous, dans le Nord, à Annecy, qu'on n'a eu pas les mêmes difficultés que, par exemple, à Frontenac. Et ça, j'aurais été curieuse un peu de comparer, mais les difficultés que les participants ont eues et aussi les avantages qu'il y a pu avoir. Et je vous remercie. Dans le fond, est-ce que j'ai bien compris que la recherche va être aussi l'année prochaine encore? Ben, Oui, on sait pas encore. On le souhaite. On le souhaite. Merci. Geneviève? Par rapport à votre commentaire, Tania, de toute façon, l'échantillon n'était pas assez grand pour vraiment faire une analyse par quartier ou par marché, là. Ça n'aurait pas permis vraiment de voir grand-chose. Pour ce qui est des évaluations de l'année prochaine, je ne sais pas quel est le budget qui pourrait être consacré à l'évaluation. Est-ce qu'on serait capable d'aller comme chercher un financement un peu plus structurant, mais ça prendrait une évaluation encore plus béton des effets avec un type de devis là, qui s'appelle du quasi-expérimental. Bref, qu'on ait comme des quartiers contrôle où il ne se passe pas de marché, puis des quartiers où il y a le projet, pour vraiment appuyer avec des données probantes là, qui pourraient ajouter du poids pour convaincre les décideurs au niveau des politiques publiques. Est-ce que Geneviève, tu me dis que tu serais intéressée à collaborer encore l'année prochaine? Marc-Claude, je suis toujours intéressée à collaborer avec toi, tu le sais. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est votre dernière chance. Non. Bon, mais écoutez, ben merci vraiment, vraiment d'avoir participé. Puis, autant les partenaires qui ont participé sur le terrain que tous ceux qui s'intéressent au projet. Puis, un merci incroyable à Mireille, puis à Jennifer, puis à Geneviève aussi pour son support, vraiment. Puis, c'est sûr qu'on va se tenir au courant. Puis, c'est sûr aussi qu'on va planifier ensemble là, la suite des choses là, entre les organismes puis les marchés. Je vais vous contacter bientôt pour qu'on puisse réfléchir aux questions auxquelles on doit réfléchir. Donc, merci beaucoup. Puis, bonne fin de journée, bonne fin de semaine. Puis, à bientôt.